Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais me faire un petit exercice en autonome, hein. Vous savez que je ne passe dans aucun média, donc je suis obligé de me faire des auto-interviews, hein, comme je l'ai fait pour mon livre gratuit. C'était amusant. Et donc là, je vais prendre une série de 27 questions qui m'ont été envoyées par une auditrice de Radio EJL sur Twitter. Donc des questions qui m'ont semblé importantes, qui m'ont semblé précises et qui m'ont semblé d'actualité pour certaines, plus générales pour d'autres. Et je vais y répondre évidemment sur la base du programme EJL et de la démarche au sens large EJL citoyen. Et alors un petit préambule, une petite précision, à la différence de tous les politiciens sur le marché, je dis bien tous, que ce soit de notre camp ou du camp adverse, quand je dis notre camp, c'est bon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, bon, tous ces gens-là. Eh bien, à la différence de ces gens-là, les réponses que je vais vous apporter, je pourrais, en théorie, hein, les appliquer dans l'optique du programme EJL, avec évidemment le fameux mandat impératif, hein, c'est dans une grande mécanique, et le référendum qui validerait toutes les modifications constitutionnelles qu'implique justement ce nouveau système que EJL a imaginé. Donc quand je vous dirai par exemple oui je suis pour ça, eh bien derrière vous aurez la certitude que si le candidat de GL, c'est pas moi, hein, moi je suis juste un porte-parole, un détonateur, que le futur candidat ou l'équipe GL citoyen, en cas d'élection évidemment, pourrait appliquer et pourrait respecter leurs paroles et leur engagement, hein, parce que toutes les institutions seront modifiées à cet effet. Alors je vais commencer donc volet politique étrangère. Donc, question numéro 1, maintiendrez-vous les sanctions contre la Russie? Je vais tout grouper. Hein. Maintiendrez-vous les livraisons d'armes à l'Ukraine? Bon, écoutez, on va gérer le problème dans sa globalité. Il est évident que cette guerre d'Ukraine est une opération complètement montée pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la France, ni du peuple français. Ce sont des intérêts, on va dire, américains, globalement de l'OTAN, de l'Union européenne, on peut dire, qui est entraînée aussi dans cette spirale par, il faut le dire, les États-Unis. Alors attention, ne pas confondre les États-Unis, les Américains et l'État profond des vendus, des corrompus, le camp du Biden, hein, on appelle ça le camp du bien, moi je l'appelle le camp du Biden, qui ont bien sûr manipulé tout ça pour des intérêts politiques bien sûr, mais aussi économiques. On voit ce qui se passe derrière avec le gaz, avec plein de choses. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la démarche GIEL? La démarche GIEL, c'est de redonner à tous les niveaux une souveraineté. Hein, souveraineté économique, une souveraineté politique, une souveraineté populaire bien sûr avec le nouveau système, et bien sûr donc globalement une souveraineté nationale. Donc il n'est pas question de se laisser entraîner dans des actions dangereuses dans lesquelles nous n'avons aucun intérêt. Et je dirais même pas un intérêt ou un devoir moral, hein, parce qu'on pourrait dire après tout on va défendre les pauvres Ukrainiens. Non, on va pas défendre les pauvres Ukrainiens parce que les pauvres Ukrainiens qui sont passés pour ceux qui luttent contre le nazisme ont un passé lourd, chargé de collaboration avec les nazis. D'autre part, la manipulation qui consiste à mettre comme par hasard un juif, l'État profond a placé un juif président de l'Ukraine, alors qu'il reste 70 000 juifs en Ukraine, alors qu'il y en avait 1 million et quelques avant la guerre. Hein. Regardez un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine. Donc c'est une manipulation de bas étage, dirigée, montée par des corrompus, des inconscients, des diaboliques, je le dis. Donc évidemment que je sortirai immédiatement la France de cette machination, et avec les conséquences qu'il y aura. Évidemment que ça veut dire aussi, je répondrai à des questions suivantes, ça voudrait dire tirer un trait sur cette Europe dirigée par des psychopathes aussi, mais plutôt des psychopathes corrompus, des outils, des technocrates non élus, et qui appliquent les ordres de commanditaires qui sont encore moins élus que... Donc on est vraiment dans une pièce de théâtre là aussi. Donc non, je ne maintiendrai pas les sanctions, et non, je ne continuerai pas les livraisons d'armes, évidemment. Alors remettez-vous en place le service militaire. Ouais, là ça n'a rien à voir avec la politique étrangère. Donc non, je ne remettrai pas en place le service militaire parce qu'on ne vous le dit pas, mais le service militaire a été arrêté pour des questions d'abord financières. Ça coûtait très cher. Et Jacques Chirac avait compris, avec plusieurs rapports et plusieurs événements qui s'étaient passés sur des opérations extérieures notamment, où des soldats français, mais musulmans, avaient refusé de se battre contre, disait-il, leurs frères musulmans, hein, qui étaient en général quand même des terroristes. Donc partant de là, et en voyant la démographie, je pense qu'il a eu la même conclusion que moi, ce serait peut-être dangereux
de former quelque part, je le dis clairement, hein, une partie d'ennemis intérieurs. Voilà. Donc pour moi, la carrière militaire doit être une vocation. Alors évidemment que ça n'empêche pas de faire un petit stage de 3 mois comme ça vite fait, mais le service militaire, non, je suis contre. Je sais que beaucoup en parlent, hein, mais moi je suis contre. Ensuite, volets sociétaux. Alors, petite parenthèse sur les volets sociétaux, dans le programme EJL, il y a pas mal de justement de questions sociétales, hein, pas financières, hein, sociétales, qui seront réglées par un référendum, tout simplement. Tous les référendums qui concernent le portefeuille, hein, comme certains veulent le faire sur la retraite, etc., moi je suis contre. Parce qu'on ne peut pas oublier que tout le monde, qu'on le veuille ou non, va voter en fonction de ses intérêts, et les intérêts, la somme des intérêts particuliers ne fait jamais l'intérêt général. Donc tout ce qui est financier, pour moi, sera exclu de tout référendum. En revanche, donc là, baisserez-vous l'âge de la majorité pénale et de la majorité sexuelle? Alors là, il n'y a pas besoin de référendum, c'est écrit dans le programme, évidemment. La majorité pénale passera à 16 ans. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dès 14 ans maintenant, bon, c'est une minorité heureusement, mais il y a quand même des voyous hein, qui sont beaucoup plus violents qu'à mon époque. Hein. Moi, je suis quand même marseillais, j'étais dans un quartier un peu chaud. Je peux vous dire que je vois des trucs, des fois, les gosses, ils ont 15, 16 ans, 14 ans. Et c'est des monstres par rapport aux voyous de l'époque. Hein. Nous, moi je connaissais beaucoup de voyous, même de 17-18 ans, qui n'osaient pas faire ce que font aujourd'hui des jeunes de 13-14 ans. Donc on est vraiment dans un délire, et il faut adapter les lois toujours au contexte et à l'évolution des mentalités, de la démographie, enfin à l'évolution de tout. Comme je le dis souvent, la Constitution n'est pas descendue du mont Sinaï, elle n'est pas gravée dans la pierre, donc elle est destinée à gérer les hommes et les pays de son époque. Mais quand l'époque change, quand tout change, eh bien les gens qui sont gérés par cette Constitution ont le droit de la modifier. Elle n'est pas intangible comme on veut nous le faire croire, par facilité et par confort et par protection du système depuis 40 ans. Donc je baisserai bien sûr majorité pénale à 16 ans. Oui, donc la majorité sexuelle, non, mais je la laisserai à 16 ans. Alors ensuite, êtes-vous pour l'euthanasie des personnes atteintes de maladies incurables? C'est un sujet très délicat. Là, j'hésite entre faire un référendum, parce que ça serait un sujet vraiment qui s'y prêterait. C'est complètement sociétal, il n'y a aucun intérêt à voter oui ou non, c'est juste la conscience de chacun qui doit agir. Et bon, mon avis, c'est oui. Alors évidemment, ça va à l'encontre de la morale chrétienne, ça va à l'encontre de la foi, de la religion, qui consiste à dire, et je le comprends, que chacun a son temps à faire et la nature doit décider. Hein. Ou Dieu doit décider, je schématise un petit peu, mais quand ça peut éviter des souffrances, alors pour des cas vraiment désespérés, avec plein de contrôles, plein d'étapes à respecter, mais en théorie, oui, je suis pour l'euthanasie. Mais il n'est pas impossible que ça passe plutôt en référendum. Autoriserez-vous la GPA? Là, c'est non. Non, c'est direct. Là, c'est non. La GPA, comme plein d'autres choses, quelque chose qui sont... On va le faire ensemble. Reviendrez-vous sur le mariage gay? Je vais traiter les deux en même temps. La GPA, c'est non et définitivement non. Le mariage gay sera annulé. Alors bien sûr, il n'y aura pas d'effet rétroactif. Hein. Là encore, je fais une petite parenthèse, c'est aussi un sujet qu'on pourrait passer en référendum. Hein. Enfin, alors je donne mon avis, mais il y a des sujets qui passeront en référendum. Mon avis, c'est que le mariage gay doit être annulé. Malheureusement, ou dommage, on ne peut pas faire de rétroactivité, parce que ça serait vraiment, là ça serait trop. En revanche, arrêter ces délires d'autoriser des mariages quasi religieux dans des églises ou dans des mairies entre deux hommes ou deux femmes, je dis stop. Voilà. Je dis stop. Il y a une différence entre, comment dire, accepter les minorités, accepter les différences et nous forcer à rendre ces différences, ces anormalités, qu'on le veuille ou non, même si je sais qu'il ne faut pas dire ce mot, anormal, oh là là, c'est une insulte, non, c'est juste anormal. Nous faire avaler que ces anormalités sont normales et doivent être traitées au même titre que n'importe quoi, il n'y a plus rien qui choque personne, eh bien, au moins, ça me choque. Voilà. Donc, un mariage, c'est un homme et une femme, point et barre. Ensuite, remettrez-vous en place la peine de mort? Mon avis est le suivant, c'est que la peine de mort n'est absolument pas dissuasive, hein, on le sait. En revanche, symboliquement, ça rentrerait dans le cadre d'une politique pénale concernant la délinquance et l'ensauvagement, enfin tout ce qui s'ensuit, beaucoup plus dure, et ça donnerait un signe. Donc je suis évidemment pour la peine de mort dans des cas bien particuliers qui sont notés dans le programme, des cas vraiment, vraiment très ciblés. Évidemment, hein, c'est pas je tue donc on me tue, évidemment. Mais là, par contre, c'est prévu dans le programme officiellement, ça sera un référendum qui décidera de ça, tout simplement. Alors ensuite, sécurité, immigration.
Comment ferez-vous pour obliger les pays africains et du Maghreb à exécuter les OQTF? Enfin, c'est pas exécuter les OQTF, c'est plutôt à donner les laissez-passer pour le retour de leurs concitoyens. Eh bien écoutez, je crois que nous sommes la France, même si ça fait maintenant 40 ans qu'on nous a mis dans la tête que la France c'était rien, hein, que la France était une poussière, que la France n'avait plus aucune voix, plus aucune puissance, plus aucune industrie, plus rien, et qu'on était obligé de s'accrocher à l'Europe ou au basque de l'Allemagne, qui elle-même est dirigée par les États-Unis. Et bien malgré tout ça, moi je vous dis que la France c'est la France et ça restera la France et on va la reconstruire. À partir de là, on peut imaginer que tous ces pays africains et du Maghreb ont forcément il y a forcément des moyens de les faire céder. Déjà en interdisant l'envoi d'argent de leurs concitoyens de France vers leur pays. Alors vous allez me dire, ils s'en foutent un peu de leurs concitoyens, il faut dire la vérité. Hein. Ils nous envoient un petit peu tout ce qui ne leur plaît pas et ils veulent pas les récupérer. Donc ils n'ont pas cette protection de leurs concitoyens. Mais enfin, à mon avis, ça fera quand même une pression des familles, des gens qui sont ici. Et je crois qu'ils céderaient. Donc rien que ça, sans parler des aides. Ah, là, je vois qu'il y a 2 ans, on a donné 1 milliard pour le métro de Casablanca. Et pendant ce temps, le Maroc, moi j'ai rien contre le Maroc, j'adore le Maroc. Et pendant ce temps, le Maroc ne veut pas reprendre ses mineurs isolés. Hein. Donc il faut arrêter la plaisanterie. Donc évidemment que si on veut, on peut, mais ils ne veulent pas. Ça fait partie du plan. Ceux qui ont suivi un peu ce que je raconte depuis des années, l'immigration massive et inassimilable fait partie du plan de destruction des nations. Donc ils font semblant de lutter contre tout ça, mais en fait, ils ne luttent pas. Ils font semblant, ça n'a rien à voir. Alors êtes-vous pour le droit du sol? Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les lois, la constitution, tout ce que vous voulez doivent toujours s'adapter à leurs époques. Le droit du sol était peut-être quelque chose de bien à une époque. Okay. Aujourd'hui, c'est devenu un des facteurs de la destruction de notre nation, la destruction des identités, la destruction globalement de la France. Alors je sais bien que ça va dans le sens de la franc-maçonnerie et du plan global, parce que là il y a un vrai plan, il n'est pas du tout sioniste ni juif. Donc non, je suis contre le droit du sol et alors, pareil, là c'est un vrai sujet qu'on fera passer par référendum et nous arrêterons le droit du sol. Enfin en tout cas, si EJL passe, nous arrêterons le droit du sol complètement. Voilà. Êtes-vous pour la libéralisation des drogues douces? Ah oui, paradoxalement, je suis conservateur, je suis de droite, je suis pour les valeurs, mais je suis aussi pragmatique. Je vois que depuis toujours, depuis 20 ans, 30 ans, et là de pire en pire, la façon de lutter contre les dealers, contre la drogue, elle fait beaucoup plus de dégâts qu'elle ne répare de choses. Aujourd'hui, il y a plus de 20% des affaires dans les tribunaux qui concernent des affaires de drogue. Aujourd'hui, nos forces de police consacrent peut-être, je sais pas, je dis au hasard, peut-être 40% de leur temps à lutter contre ce truc, contre ce fléau. Aujourd'hui, c'est une porte d'entrée, la drogue, je veux dire, au sens large. Le trafic de drogue, je vais y arriver, est une porte d'entrée facile pour la délinquance dès le plus jeune âge. On parlait tout à l'heure des délinquants, ceux qu'on voit à 13-14 ans déchaînés, il y a toujours un lien avec la drogue. D'accord ? Ce ne sont pas des petits jeunes qui vont aller braquer des banques, ce ne sont même pas des petits jeunes qui vont aller voler des voitures, c'est devenu très difficile aujourd'hui de voler des voitures, c'est très technique. Donc déjà, si on enlève le trafic de drogue, et je vais expliquer comment, on enlève cette porte d'entrée facile dans la délinquance. Et une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. Et on n'en sort plus pourquoi? Eh bien, ça sera la question sur les prisons, là plus tard, plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que je propose? Alors là aussi, référendum. Pourquoi on va se priver de référendum? Pourquoi on va obliger les gens à ne jamais pouvoir se prononcer sur des sujets concrets? Ils se prononcent sur le qui, on aime bien celui-là, ouais, ce qu'il dit c'est bien, et puis après il fait ce qu'il veut, le type. Bon, c'est autre chose, c'est un autre volet, ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'officialiser le cannabis. Je parle bien que du cannabis, pas de la cocaïne. Le cannabis, comme les cigarettes. Moi, je crois que le cannabis n'est pas plus dangereux pour la santé que l'alcool ou que le tabac, en fait. Il faut dire la vérité. Alors l'alcool, évidemment, qu'il y a tellement de lobbies, tellement de gens qui en vivent, qu'évidemment, on va pas trop nous... bien que la consommation d'alcool baisse naturellement, dans notre pays aussi. Donc... le tabac, dans le tabac, on pourra vendre des joints, si j'ose dire, tout faits, bien propres, bien contrôlés. Il n'y aura pas n'importe quoi dedans, parce qu'on oublie aussi le détail, c'est que ce qu'ils vendent les mecs, là, on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Donc ça sera un marché contrôlé, qui sera en plus rémunérateur, qui sera aussi créateur d'emplois, et qui cassera le trafic. Alors après, vous allez me dire, oui, mais non, pas du tout, parce que si vous enlevez le cannabis, ils vont prendre d'autres produits. Alors, il faudrait expliquer à ces gens-là que le marché, c'est la demande qui crée l'offre.
D'accord? Donc un fumeur de cannabis, au lieu d'aller dans une cité malfamée, de prendre des risques, on a vu un type qui s'est fait buter pour rien, il passait par là, il venait acheter son joint, il s'est fait buter il n'y a pas longtemps. Donc au lieu d'aller dans des cités malfamées pour aller acheter son petit joint, eh bien il ira au tabac. Est-ce que vous croyez que d'un coup il va dire, bah non, je veux pas aller au tabac, je vais devenir héroïnomane? Non mais franchement, ça tient pas debout votre truc. Alors après, on va me dire aussi, oui mais ça va augmenter la consommation. Mais enfin, soyons sérieux. Aujourd'hui, en 3 minutes, on peut acheter du cannabis partout. C'est pas parce que c'est dans un tabac, et en plus ça sera quand même interdit aux mineurs, c'est parce que c'est dans un tabac que ça sera, plus facile, au fond. Pas tellement plus facile. Et on ne crée pas des vocations par la facilité. On crée des vocations, je veux dire, de droguer du cannabis par plein de choses. Enfin bref. Donc moi je pense que si on fait c'est bien expliqué dans le programme avec des détails et même des exemples, eh bien je crois qu'il faut libéraliser bien sûr le cannabis. Ensuite, comment comptez-vous régler le problème des délinquants français? Pourquoi c'est précisé français? Bon d'accord, multirécidivistes. Alors, c'est très simple. Là, c'est un grand plan qui changerait en tout cas complètement la façon d'appréhender la prison au sens large, la façon de gérer les prisons et la façon dont sera perçu à l'avenir, si on applique ce plan, le fait d'aller en prison. Aujourd'hui, quand on va en prison, imaginons pour ces jeunes-là, alors français, bon, peut-être qu'elle voulait dire aussi binationaux, parce qu'on sait qu'il y a quand même une très très grande, une énorme majorité de Français binationaux qui sont dans ces trafics, hein, il faut quand même pas, c'est pas du racisme, hein, c'est factuel. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je prends par exemple Marseille. Le petit dealer à Marseille qui est condamné au bout de, je sais pas, de 25 condamnations avec sursis, allez, admettons, pour une fois, il va aller en prison. Allez, admettons, il a 2 ans de prison. Et encore, je suis gentil, bon, 6 mois de prison. Il va arriver à la prison des Baumettes. À la prison des Baumettes, il va retrouver tous les potes de son quartier. Ça va devenir... Alors évidemment, c'est pas agréable, hein. Je ne suis pas en train de dire que la prison, c'est super. Mais enfin, quand même, c'est facilité par le fait de se retrouver avec des potes du quartier, son téléphone portable, machin, enfin bref, c'est la fête au village. Et puis surtout, quand on sort de là, on revient dans la cité, on est un héros national. Enfin, pas national, mais on est un héros dans la cité. Plus on fait de prison, plus on est respecté dans certaines cités. On est dans un truc de fou. C'était déjà comme ça à mon époque, mais alors là, apparemment, parce que moi, je vais pas tous les jours dans les cités, hein, j'y vais plus tous les jours. On en est là. Donc maintenant, si nous, ce qu'on compte faire, c'est faire des prisons déjà par type de délit. Parce que ce petit jeune dealer, quand il va aller en prison mélangé avec des dealers de haut niveau, ou même des délinquants, on va dire, ou même des assassins de haut niveau, des gens complètement, beaucoup plus graves que lui, si j'ose dire, eh bien, il va se laisser entraîner dans cette espèce de spirale qui allie en même temps l'islamisme, parce qu'il faut quand même comprendre et dire la vérité aussi. Aujourd'hui, les prisons sont remplies à 70% de musulmans. Ça veut dire que aujourd'hui, alors il y a j'imagine, hein, je suis pas allé en prison moi. En fait, je suis allé mais en tant que visiteur souvent, mais pas en tant que détenu. Eh bien, j'imagine que y en a certains qui essayent de ramener les délinquants vers la foi, donc ça c'est bien, vers quelque chose de plus sain, etc. Donc voilà, le Coran, machin, etc. Mais il y en a qui se servent de la foi pour justement, recruter des futurs dangers publics qui seront libérés et qui seront des dangers publics en liberté, tout simplement, binationaux ou parfois étrangers. Rappelons qu'il y a aussi plus de 22% d'étrangers dans nos prisons. Donc si on fait des prisons par type de délit, déjà il n'y aura pas de mélange. Hein. Tous les pointeurs seront ensemble, il n'y aura pas par exemple de lynchage de pointeurs. Tous les voleurs de bas niveau seront ensemble, hein, alors bien sûr aussi avec une classe d'âge, les dealers, les assassins, les tueurs en série, enfin bref, si on fait même les islamistes seront ensemble, bien isolés. Si on sépare déjà le type de délit et que malheureusement le type il habite Marseille là, et puis la prison ou les prisons spécialisées dans le deal par exemple de cannabis, je vais y arriver, eh bien c'est à Brest, il ira à Brest. Hein. Il n'aura pas de visite pendant 1 an et demi, ou quasiment pas. Hein. Rien que ça, il n'aura pas ses petits potes de la cité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, quand il ira en prison, il comprendra que bon, finalement, si on peut éviter, c'est mieux, quoi. Donc il faut que la prison soit non pas l'exception, mais la règle. D'accord? Si on rend la prison et la punition au sens large la règle, eh bien il y aura plus de sentiment d'impunité. Et évidemment, maintenant au niveau du nombre, les places de prison, la question n'est pas posée, mais je vais y répondre quand même. Sachez que la France, pour 1000 habitants, nous sommes le pays d'Europe où il y a le moins de places de prison pour 1000 habitants. Hein. Alors que aller en Espagne, je peux vous garantir que l'Espagne, il n'y a pas ce sentiment et ce climat d'insécurité, etc. Ou même en Allemagne, où vous voulez, même en Angleterre.
D'accord? Donc c'est quand même hallucinant, c'est bien une volonté politique qui a été mise en place par les Taubira, les choses comme ça, cette espèce de gauche caviar, un peu franc-maçonne, j'y reviens, hein, il faut quand même le dire, eh bien, qui fait qu'on ne construit pas de place de prison parce qu'on a la culture de l'excuse, la culture ils n'ont pas les codes, la culture qu'il faut 25 ou 30 ou 40 condamnations pour mettre un pied en prison et encore, eh bien on va arrêter tout ça. Hein. Et pour arrêter tout ça, évidemment, il faudra construire entre 20 et 25 000 places de prison, et encore c'est pas suffisant, mais si on arrive déjà à 90 000 places, on a actuellement 65 000 je crois, ou 70 000, si on arrive à 90 000 voire 100 000 places, déjà on y verra plus clair. D'accord? Voilà, donc ça réglera pas le problème. Hein. Il faut pas non plus rêver. Ceux qui disent on va arrêter la délinquance, c'est n'importe quoi. Il y aura toujours une frange de la population qui sera délinquante, et punie ou pas punie, on pourra rien faire. En revanche, on pourra éviter les vocations, ou ceux qui se jettent là-dedans parce qu'ils disent il n'y a pas grand-chose à risquer, il n'y a pas grand risque. Là, il y aura des risques. Alors, économie-finance, comment comptez-vous baisser le prix de l'énergie, gaz, essence, fio? Bon, ça c'est la question d'actualité. Et alors moi, contrairement à certains, quand je suis pas calé, je le dis. Alors moi je sais une chose, au sens large, je vais essayer de régler ce problème. Voilà, c'est la question suivante, elle le dit, sortirez-vous du marché européen de l'énergie? Voilà. Donc en fait, d'où ça vient cette histoire, cette explosion des prix de l'énergie, notamment de l'électricité? Ça vient de deux erreurs fondamentales qui sont mi-idéologiques et psychiatrique ou psychopathique ou je sais pas, ou diabolique, hein, dans l'esprit de casser une nation. C'est-à-dire que nous sommes le pays qui étions en pointe sur le nucléaire. D'accord? On avait un outil nucléaire qui était sécurisé, qui était en bon état, qui a été géré par des gens intelligents. Enfin bref, on vendait en plus des trucs nucléaires à l'étranger, donc on était quand même un peu leader dans ce domaine. Et puis, par la pression des écolos, je crois que c'est le fou là, quoi. Hollande, il y en a tellement. Hollande, qui sous la pression des écolos pour avoir les alliances, a commencé à casser le nucléaire. Et puis l'autre, le psychopathe, a dit pareil en arrivant. Et puis il n'y a pas longtemps, il a dit on va refaire des petites centrales, des petites centralettes. Le mec, il sait pas où il a mal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que globalement, le fait d'être entré dans ce marché européen a fait qu'on arrive à un truc délirant, où on nous oblige, même au niveau de l'énergie, à libéraliser, si j'ose dire, le marché. Ce qui fait que on a malheureusement plus de marché nationalisé, où on ne touche pas, et on en parlera plus tard. Et on a aujourd'hui EDF qui vend de l'électricité à prix coûtant à des opérateurs qui ne font rien, qui ne sont que des marchands, qui sont des transitaires ou des intermédiaires, et qui gagnent des sommes folles et qui font monter le prix de l'énergie. Donc on comprend bien que l'Union européenne, d'accord, est aux mains de lobbies et d'intérêts privés, et donc au sens large, bien sûr, aux mains de la finance. Et pourtant, c'est pas un communiste anticapitaliste qui vous le dit, hein. Moi je suis plutôt quand même à droite, plutôt globalement capitaliste au sens large, ou libéral. Mais là, c'est allé tellement loin qu'on a des castes partout qui contrôlent l'Union européenne, toujours pour les intérêts de lobbies financiers, multinationales et autres, privés. Donc évidemment que le prix aujourd'hui en France est artificiellement gonflé, a explosé par le jeu, comme je l'ai dit, d'erreurs volontaires, parce que c'est des erreurs volontaires, ça. C'est ça qui est incroyable. Et donc évidemment que si on sort de ce marché européen, si on renationalise et on renforce notre marché de l'essentiel, c'est-à-dire, on en parlera plus tard aussi, de l'énergie, de la santé, par exemple, évidemment que tout ça n'existera plus. Et c'est pas être communiste de dire ça. C'est qu'à un moment donné, quand on voit les dérives, moi je voulais bien être capitaliste ou libéral dans les années 90, d'accord, parce que je n'étais pas encore bien informé, je comprenais pas trop comment ça se passait, mais quand je vois maintenant, et je suis pas le seul, les dérives et les saloperies, les corruptions qui se passent à tous les niveaux et dans tous les marchés, je dis stop, quoi. Il faut revenir, au moins une protection de tous les volets qui sont fondamentaux, hein, des besoins primaires de la société et du peuple. L'énergie, la santé. Mais l'énergie et la santé, ça ne doit pas être touché. On va renationaliser tout ça. Enfin vraiment, il y a un gros boulot à faire qui va coûter beaucoup d'argent, mais qui, au bout de 5 ans, ça sera largement amorti. Voilà. Comptez-vous revenir sur la suppression de la taxe d'habitation? Non, aucune... non, je vois pas l'intérêt de revenir dessus. Comptez-vous renationaliser Alstom afin de permettre le redémarrage de l'électricité nucléaire? Bon, mais je viens d'en parler. Mettrez-vous en place une privatisation de la retraite, l'hôpital et les grandes entreprises publiques? Ben non, évidemment que non, c'est même le contraire. On va renationaliser. Pas mal de choses. Comment comptez-vous tordre le bras à l'Allemagne pour dévaluer l'euro? Alors ça, c'est une bonne question, parce que ça rentre dans l'idée de... Moi, dans mon premier plan EGL, j'avais imaginé en 2017
qu'il était possible sur d'autres bases de faire une véritable pression et de faire un putsch dans cette Union européenne pour en casser les prérogatives, pour en casser le pouvoir et surtout pour en modifier la gouvernance, qui actuellement est complètement détournée. Mais depuis, j'ai bien compris que ça allait être dur. Donc je crois que malheureusement, moi je pensais modifier, je pensais qu'on pouvait réformer de l'intérieur. En fait, c'est un fantasme. Il faut sortir point barre. Il y a plein de méthodes et je ne vais pas la développer ici, mais il faut sortir avec une véritable pression, une politique agressive, une politique de caractère et sortir de cette prison. Alors comme il dit l'autre, quoi qu'il en coûte. Alors évidemment que ça peut avoir des conséquences dans les 3, 4, 5, peut-être 6 années suivantes compliquées, au niveau de la confiance des marchés financiers, comme ils nous disent, parce qu'il faut aussi sortir de l'euro, bien sûr, ça va avec. On nous dit, oui, attention, votre patrimoine va baisser de 20%, enfin bref, tout ce qu'ils nous avaient dit avant le référendum de 2005, ou 92, enfin bref, les deux, eh bien vous comprenez que tout ça, c'est de la foutaise. Seguin avait tout compris, pas que lui, mais Seguin avait tout compris à l'époque. Tout ce qu'il a dit se réalise. Donc il faut mettre un stop, un grand stop. Comptez-vous offrir le droit de veto de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Union européenne ou le partager avec l'Allemagne? Non mais sérieusement, comment on peut me poser cette question? La réponse est double non. Comment comptez-vous régler le problème de la dette? Alors celle-là, c'est la question, à vrai dire, la plus difficile. Parce que je ne suis pas comme Mélenchon, par exemple, qui nous dit que toute la dette est de la dette artificielle, de la dette pour la finance, de la dette qui a été créée, de la dette malhonnête, si j'ose dire, etc. C'est faux, c'est pas toute la dette. D'autre part, on fait croire aux gens que la dette, finalement, ça ne va que dans la poche de grands actionnaires, de grandes banques, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a près de 40% de la dette, déjà qui sont en bout de chaîne français, des créanciers français. Déjà c'est bien. Bon, alors c'est vrai que le Japon, par exemple, ils ont 90% de créanciers japonais. C'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Mais en bout de ligne, c'est des petits investisseurs. C'est de la classe moyenne. C'est des gens qui ont fait un espèce d'investissement en bourse avec un pacte. Dedans, il y avait de la dette française, de ci, de là. Donc, c'est pas non plus très moral que ces gens-là, qui roulent pas sur l'or, soient complètement aient perdu complètement leur mise et perdent tout. On peut pas supprimer une dette. Il y a des limites. Par contre, on peut la négocier, on peut l'étaler, on peut la reculer, puis on peut faire en parallèle, ce que j'avais pensé dans le programme EGL, faire un grand plan national, d'accord, puisque à partir du moment où on sort de l'Europe, à partir du moment où on montre aux Français qu'on remet en place une politique de réindustrialisation, une politique nationale de renforcement, de retrouver la fierté, de retrouver l'autonomie à tous les niveaux, de retrouver la force, et je répète là surtout la fierté d'être français, eh bien peut-être que le plan, un emprunt d'État auprès de nos concitoyens, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui dort dans les comptes, là, il y a beaucoup d'argent qui dort, au-delà des créanciers naturels à qui on demandera pendant 3 ans de faire une petite pause pour nous laisser respirer, on peut relancer tout ça avec un emprunt d'État. Et je suis persuadé que dans un esprit de reconstruction, de reconquête, comme dirait l'autre, de reconstruction, de reconquête de notre pays, eh bien je suis certain que ça pourrait avoir un effet et qu'on pourrait retrouver une autonomie de par la force et la puissance et même le porte-monnaie de nos concitoyens. Alors c'est un fantasme, il faudrait des spécialistes pour me dire que je dis n'importe quoi, c'est sans doute le cas, mais je pense qu'en théorie, ça doit être possible. Retraite, maintiendrez-vous l'âge de départ à la retraite à 64 ans sans les critères de pénibilité? Non, parce que dans le programme EGL, c'était écrit déjà en 2017 que je ne touchais pas à l'âge de la retraite. En revanche, je supprimais les régimes spéciaux. Voilà, je sais, c'est dur pour les fonctionnaires, c'est dur pour RATP, tout ça, mais je suis désolé, les régimes spéciaux, mis à part l'hôpital, eh bien je suis désolé, mais pour moi il faut les supprimer. Alors, il y en a pas mal qui ont été supprimés ou atténués déjà. Moi je serais allé encore plus loin, ou nous irions encore plus loin. En revanche, l'âge à 62 ans, on ne le touche pas. Parce que de toute façon, c'est une escroquerie de nous dire qu'on a besoin de 10 milliards chaque année, parce que c'est pas vrai, premièrement. Et deuxièmement, on peut pas nous dire qu'on va mettre la France à feu et à sang pour 10 milliards, alors qu'on a pris 300 milliards de dettes en 1 an et demi, en faisant des confinements inutiles, pour casser les économies consciemment, avec l'alibi Covid. On peut pas nous dire ça, c'est pas crédible. Et d'autre part, on s'aperçoit que la vraie caisse qui est déficitaire, c'est justement la caisse publique, la caisse des retraites du service public, et donc en majorité des régimes spéciaux. Donc il n'y a pas de raison que tout le monde paye pour les écarts, les délires, les avantages de quelques-uns qui sont souvent syndiqués et qui ont eux le pouvoir de bloquer la France, contrairement aux salariés du privé. Les salariés du privé sont dans leur boutique, ils peuvent rien faire.
C'est pour ça que l'État s'en fout complètement d'eux. Il s'occupe que de trembler, ou pas d'ailleurs, face aux fonctionnaires, enfin en tout cas aux demi-fonctionnaires, ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux. Comptez-vous réindexer la retraite sur l'inflation? À l'époque, je disais oui, parce que l'inflation était à 1%, 2%. Là, maintenant, avec 6, 7, c'est vrai que ça a coûté beaucoup d'argent, mais je dis quand même oui, parce que c'est moral et c'est logique. Comptez-vous privatiser les chaînes et radios du service public? Très bien, très bonne question, j'adore cette question. Alors, dans le programme GIEL, déjà, il est prévu de créer une chaîne de diffusion 24/24 qui sera dédiée à la parole citoyenne. Quand je dis la parole citoyenne, c'est la parole de tous les mouvements citoyens, de toutes les associations citoyennes qui pourraient avoir enfin un média pour pouvoir avoir leur voix, qui passe et qui ne soit pas étouffée par les réseaux sociaux. Ça, c'est de la démocratie pure et dure. D'accord ? Alors ça va aussi dans le cadre d'une réforme législative sur sur les conditions pour se présenter, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, privatiser les chaînes... Non, il n'est pas question de privatiser. En revanche, il est question de faire une purge, une véritable purge de tous ceux qui profitent du service public pour diffuser un message et des opinions politiques vraiment évidentes et sans aucune vergogne. Le service public doit être un service public justement neutre, comme un peu la laïcité, on nous parle de ça. Alors il nous parle toujours de la laïcité, on doit être neutre, etc. Par contre, pour ce qui est de la communication, l'information, la propagande et la censure, il bénéficie du service public et de toutes les diffusions que ça implique et le coût. Et tous ces gens qui sont bien payés avec nos impôts et qui font des fois double, triple, quadruple emploi, eh bien, pour diffuser en plus une parole et une idéologie socialo-progressiste au sens large, on va arrêter ça. Et même si, ça paraît fou de dire ça, eh bien on va reprendre les médias en main, mais non pas pour leur faire diffuser notre idéologie, moi j'ai pas tellement d'idéologie, mais pour leur faire diffuser la parole du pouvoir, justement, mais pour qu'ils ne diffusent aucune parole en tout cas politique, que de l'information pure et dure. C'est compliqué, mais plus de journalistes d'opinion qui sont payés par le service public, qui sont payés par 70% de gens qui ne sont pas d'accord avec ces mecs-là, ou même peut-être des fois plus, c'est plus possible ça. Parce que c'est par les médias que la dictature est en marche et qu'elle fonctionne auprès de beaucoup, beaucoup de Français. Voilà, merci, il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai répondu à tout. Merci et à bientôt.